12, on évoque le problème de préoccupation principale pour les Français, le pouvoir d'achat et l'inflation. Plus 16,2%, je le disais, Marc Toiti, d'augmentation des prix alimentaires en un an. Je pense qu'on n'est pas loin d'un record sur la période. Le problème, c'est que sur longue période, l'inflation moyenne, c'était entre 1,5 et 2%, y compris sur les biens alimentaires. Donc on n'est pas du tout habitué à de tels chiffres. Et surtout, ce sont des biens du quotidien. Quand on calcule l'inflation globale, donc c'est une moyenne, on dit on est à 6,3%, ça va. Oui, mais dans l'inflation, il y a les voitures et les ordinateurs, etc. Parce qu'on n'achète pas tous les jours. Par contre, les biens du quotidien, effectivement, que sont notamment l'alimentaire, explosent. Et surtout, on a une généralisation à l'ensemble des secteurs. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement l'alimentaire, et malheureusement, on sait comment ça va se terminer. Et d'ailleurs, ça commence. Quand les prix vont trop loin, eh bien, les ménages ne peuvent pas continuer de consommer. Donc la consommation... la consommation s'effondre, donc récession, donc faillite d'entreprise, et ainsi de suite. C'est le cercle pernicieux. C'est ça qui est très dangereux. On va faire le point avec Somaya Labidi et on écoutera les réactions des Français. Face à l'augmentation des prix alimentaires, le gouvernement avait promis un trimestre anti-inflation. Certains distributeurs ont bloqué le prix de certains de leurs produits jusqu'à la mi-juin, mais le consommateur ne le ressent pas forcément. J'ai l'impression que c'est le même prix. J'ai pas l'impression que ce soit que la méthode de l'anti-inflation fonctionne. Je pense qu'il y a un effort fait, mais pas assez à mon goût par rapport à mon panier quotidien. Une flambée qui ne fait que commencer, selon le président de Système U, Dominique Schelcher. La répercussion des prix après les négociations commerciales du début de l'année vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin. Donc ça n'a pas flambé d'un coup. Ça n'a pas flambé d'un coup et ça, encore une fois, ça va s'étaler sur plusieurs mois et je dirais malheureusement. Mais c'est la réalité et je confirme le chiffre que vous venez de dire, 16,2% d'inflation alimentaire sur un an. Et on sent véritablement maintenant que les comportements changent encore davantage. Et parmi les augmentations les plus notables, la viande a connu un bond de 30%. Voilà, la viande a connu un bond de 30% et on n'a jamais eu autant de vols de viande et de produits frais que dans les supermarchés. On a même des antivols sur la viande dans certains supermarchés, c'est incroyable. Mais encore une fois, l'enjeu qui est déterminant là, c'est que ça va durer. Alors, et on le voit bien, l'aspect anti-inflation, là, le trimestre, ce sont des produits donc distributeurs. Donc ce ne sont pas tous les produits, mais les autres produits, eux, ils augmentent fortement. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. D'autres produits qui ne sont pas forcément alimentaires vont aussi augmenter. Et donc c'est là où après on a la consommation qui de facto, on le voit sur l'indicateur de confiance de l'INSEE que j'évoquais tout à l'heure, les ménages nous disent non seulement ils voient que leur pouvoir d'achat passé s'est effondré, et en plus ils annoncent qu'ils vont baisser leurs dépenses de consommation. Je vous rappelle que la consommation, c'est le moteur premier de la croissance française. Donc si la consommation n'est pas là, l'ensemble de l'économie française finalement va souffrir. Et comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de faire faillite malheureusement, parce que c'est le contre-coup du quoi qu'il en coûte pendant le corona, maintenant que vous savez les PGE, les prix garantis par l'État qu'on ne peut pas rembourser, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises, malheureusement, vont aussi disparaître, ça veut dire des licenciements, donc chômage qui augmente, donc moins de consommation. Et c'est le cercle pernicieux dans lequel on s'est laissé engouffrer parce qu'on n'a pas lutté suffisamment tôt contre l'inflation, malheureusement. Éric Revel. Oui, il y a neuf que ce qu'on a oublié, parce qu'on parlait tout à l'heure de la crédibilité de la parole politique. Il y a des arrêts sur image, puis je vais faire un arrêt sur propos présidentiel. Alors, lors de son interview à propos de l'inflation, à la télévision, le président de la République a expliqué, on pourra retrouver l'extrait facilement, que le SMIC avait augmenté plus que l'inflation. Donc le SMIC, il a augmenté, j'ai regardé sur la période, de 9,5%. Mais comment un Français peut croire aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une envolée des prix des produits alimentaires de 16%, qu'un SMICard n'a pas perdu en termes de pouvoir d'achat. Alors, se réfugier derrière l'inflation officielle et les 6% avec un panier d'INSEE qui mélange des poires, des fromages et des ordinateurs, ça n'a pas de sens. Mais justement, regardez, prenez ce propos. Il résonne aujourd'hui. Ce chiffre est ahurissant. Comment est-ce que vous voulez... mais comment est-ce que vous voulez que les gens qui ont encore en mémoire, comme moi, ce qu'a dit le chef de l'État sur le SMIC et sur la perte de pouvoir d'achat, puissent continuer à croire ce qu'on leur explique? Vous vous souvenez, dans le débat d'entre-deux tours, face à Marine Le Pen, elle citait les chiffres de l'inflation et elle avait raison dans les anticipations. Emmanuel Macron l'a pris de haut en lui disant que, bien sûr, elle n'avait pas la compétence pour l'apprécier. Chacun peut juger de la réalité aujourd'hui. Un déni de réalité qui a été durable. J'ai annoncé l'inflation dès 2021, on brillonnait à l'époque, et encore dernièrement, dans les instances au plus haut de l'État. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas voulu voir, ou on a refusé de voir. Et par rapport à ce que disait Éric, effectivement, il faut savoir que pour un ménage modeste, malheureusement, la part de l'alimentaire est plus élevée que pour un ménage favorisé, ou même en moyenne. Donc, c'est-à-dire que pour lui, l'inflation, elle est encore
bien plus forte que pour l'ensemble des Français. Donc cette inflation est très inégalitaire, puisqu'elle accroît les inégalités, puisque les ménages modestes souffrent plus malheureusement que les autres. Une chose aussi, c'est que n'oubliez pas aussi une chose, c'est que là on parle évidemment de ce qui nous arrive, c'est-à-dire l'inflation sur les produits alimentaires, mais il y a ce que les économistes appellent les dépenses contraintes, et le logement qui représente 25 à 30% dans le pouvoir d'achat des Français augmente également. Donc, vous voyez dans quelle situation les gens se trouvent, que vous ayez un salaire ou deux, que vous apparteniez ou non aux classes moyennes, c'est quand même un scénario très inquiétant. Monsieur Pietraszewski. Tout à fait quand même dans les schémas assez classiques qu'on appelle de stagflation, puisqu'on a quand même une production industrielle qui est dynamique, on a un PIB qui progresse, et en réalité, si on regarde l'évolution... Non, mais... c'est quand même très faible. Il y a une définition économique sur ce que c'est que la stagflation, et en réalité, on a quand même une dynamique économique actuellement. C'est pas interdit. Un truc incroyable, c'est que j'ai fait aussi de grandes études d'économie, moins brillantes que celles de Marc Toiti, mais j'ai quand même un peu bossé à la fac. Et donc, au final, non, ce que je veux dire, c'est que voilà, le pire n'est jamais sûr, les amis. Et en réalité, ce qu'on attend du gouvernement, même si Marc Toiti a raison, de dire qu'effectivement, il avait bien vu venir cette inflation avant les autres. Ce qu'on veut dire, c'est que là, les distributeurs, qu'est-ce qu'ils font? Parce que je connais bien aussi ce monde de la grande distribution. Ils ont fait des efforts sur essentiellement des produits qu'on appelle de marque propre, de marque de distributeur, et qui sont sont pas forcément des produits sur lesquels vous vous reportez. Si vous avez l'habitude d'acheter un produit de marque nationale ou internationale, vous n'allez pas forcément prendre entre guillemets l'équivalent sur un voilà. Mais ça va effectivement, ça risque de se passer, et c'est ce qui au final d'ailleurs va amener à mon avis les grands industriels agroalimentaires à revoir le sujet. Et c'est d'ailleurs pour le coup ce que le gouvernement leur a demandé. Moi je crois que c'est une bonne chose, pas que le gouvernement d'ailleurs, y compris les distributeurs, c'est qu'il va falloir regarder les contrats annuels, le regarder même avant le mi-parcours au mois de juin, pour regarder effectivement la valeur faciale, c'est-à-dire combien ça vaut un produit au regard de ce que ça coûte. Alors Éric Nolot, question subsidiaire, quelle sera l'influence de l'inflation sur le mouvement social? Parce que quand vous perdez un jour de salaire à chaque journée de grève, ou quand vous allez manifester, quand on cite des chiffres aussi faramineux, ça va plutôt dans le sens d'un amoindrissement du mouvement social, parce qu'à un moment, il faut arbitrer entre la volonté de manifester contre une mesure qu'on juge injuste, et puis de boucler la fin du mois. Là, les gens vont devoir arbitrer entre ça de plus en plus. Il y a ça, mais des millions d'entre eux. Ça fait également augmenter le mécontentement. Ah oui, bien sûr. Donc, et un dernier point très important, c'est qu'il y a une bonne nouvelle quand même depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que les prix énergétiques baissent. C'est formidable. Oui. Sauf que c'est pas répercuté. Pas sur les factures. C'est pas répercuté. C'est ça qui est assez incroyable. À la hausse, c'était très vite répercuté. Et là, la baisse, que ce soit des prix à la pompe, en plus, l'euro s'est apprécié, donc on devrait en payer encore moins cher les prix à la pompe. Et on voit que c'est toujours, ça n'a pas beaucoup baissé. Donc là aussi, on a un petit décalage. Il y a eu un décalage sur les prix de l'énergie. On le voit très vite sur les prix à la pompe. On l'a pas vu si vite que ça sur les prix des contrats qui sont négociés à l'avance quand vous avez un contrat avec EDF ou je ne sais quel fournisseur d'électricité ou d'énergie. Mais ce que je trouve effarant dans tout ça, c'est à quel point c'est un mal auto-infligé. Parce qu'il y a eu deux chocs. Il y a eu la guerre en Ukraine, ce qui a fait monter une partie des prix de l'énergie. Et puis il y a surtout le fait que derrière, et a fortiori en ce qui concerne la France, c'est parce que nous avons fait des choix énergétiques absolument absurdes que les prix ont autant augmenté. Même chose sur l'agroalimentaire. La stratégie européenne du farm to market, elle a contribué à un effondrement. On est perdu là. Le quoi ? Directement de la, je sais même pas comment on l'a appelé en français, parce qu'on prend même plus la peine de traduire les choses. Non, mais dans les documents officiels, mais bref, cette stratégie-là, elle a produit justement un effondrement, et en plus, en France, on a tendance à surtransposer le droit européen. On était la première puissance agroalimentaire européenne, nous ne le sommes plus, même les Allemands sont meilleurs que nous, y compris sur des produits laitiers ou sur des choses. Donc, véritablement, il y a une responsabilité politique accablante. Et là encore, que le gouvernement ne soit pas capable de le prendre en compte quand il assène des arguments d'autorité, c'est proprement effrayant. Mais dernier point, il y a quand même quelque chose d'encourageant aussi, c'est sur les engrais, parce que les prix des engrais, en général, sont un très bon indicateur à 6 mois des prix sur l'alimentaire. Ils sont en train de baisser. Après, pour les gens qui se prennent effectivement les factures à l'heure actuelle quand ils vont faire leurs courses, c'est écoutons-les justement, ces consommateurs qui sont vraiment désespérés. Avant, je ne comparais pas du tout. Maintenant, je compare et vraiment, il y a des différences de prix entre les 3 magasins. Alors, incroyable. Je n'utilise pas les paniers inflation, donc j'achète ce que je peux, moi, acheter avec ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Et sinon, il y a des autres produits que je ne peux pas acheter. Ça coûte très très cher, on ne peut pas. J'achète de la viande qui souvent est moins chère parce que la date de péremption, elle est dans le jour d'après ou
ou le surlendemain. Et en fait, je la congèle, la viande. Donc quand je la ressors, je l'ai payée moins cher, mais elle est toujours bonne. Fruits, légumes, etc. Ça, c'est sûr que les légumes bio, c'est un peu plus difficile, mais on s'adapte à tout. Je fais attention à ce que je consomme, en vrai. J'essaye de prendre moins de marques, mais c'est pas très... ça se voit pas beaucoup à la fin du mois, mais voilà. Marc Toiti, il y a une issue, là, il y a un moment où on va se dire que ça va baisser. On nous a parlé du mois de juin. Malheureusement, on peut se dire le mois de juin ou pas? Non, je peux l'annoncer, l'inflation va baisser, malheureusement, mais pas pour une bonne raison. Elle va baisser parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a pas de demande. Donc, c'est vrai, l'inflation, les prix, c'est quoi? C'est très simple. C'est le coût de production d'un produit, plus un peu de profit, et après, c'est l'offre et la demande. Donc, pourquoi a-t-on eu de l'inflation en 2021? Parce que justement, on avait créé trop de demandes artificielles, la fameuse planche à billets, etc., la dette publique, alors qu'il n'y avait pas l'offre en face. Ça, c'est le premier facteur d'inflation dès 2021. Ensuite, on a arrivé évidemment à la guerre en Ukraine, etc. Et donc là, on voit que cette inflation qui ne cesse d'augmenter. Et malheureusement, c'est l'inverse. Une fois que les prix ont été trop loin, eh bien, la demande va baisser, va devenir supérieure à l'offre. Et là, les prix vont baisser. Mais c'est pour une mauvaise raison. Les prix vont baisser parce que malheureusement, il y a des ménages qui vont s'ouvrir et qui ne pourront plus consommer. Il y a un exemple, malheureusement, qui était le Japon. Dans les années 80-90, l'inflation était énorme, tout allait très bien, etc. Puis les bulles se sont dégonflées. Et il y a eu 20 ans au Japon de déflation. Ça veut dire de baisse des prix. Donc, mais c'était pas une bonne nouvelle parce que la déflation, c'est encore pire. La déflation, ça veut dire que derrière, on peut pas embaucher, il y a du chômage, etc. Donc, c'est pire que l'inflation. Donc, c'est ça, moi, mon inquiétude, c'est que oui, l'inflation va baisser, mais là, on risque de passer d'un excès à l'autre où ça va générer une récession qui va faire mal en termes d'emploi, en termes de chômage et donc en termes sociaux, bien entendu. Il y a peu d'espoir, oui, il y a peu de motifs d'être optimiste, en fait, Laurent Pietraszewski. Où que l'on porte notre regard. Il faut garder l'espoir. Non, mais non, là, c'est catastrophique. L'analyse économique, elle a été faite, je ne l'ai pas contestée en tout point. J'ai essayé d'amener un peu de contradiction à la réflexion de Marc Toiti, mais je sais qu'il regarde cela avec équilibre. Bon, d'abord, je pense que demain, c'est pour le gouvernement, mais là, je ne parle pas au titre du gouvernement, mais on a besoin d'un climat social dans notre pays, dans les entreprises. Moi, je le vois au quotidien. Le gouvernement doit retrouver les voies du dialogue social avec l'intersyndical. Enfin, faut se dire les choses. On a besoin collectivement dans notre pays de cela. Et je crois que là, on verra baisser le niveau d'inquiétude. Ce qu'a évoqué tout à l'heure, effectivement, avec justesse aussi Marc Toiti, c'est que sur le fond, c'est plus de l'inquiétude. C'est pour ça qu'il nous a dit après, ils ont besoin de confiance. Donc c'est pas du ras-le-bol forcément, c'est l'inquiétude. On a l'inquiétude pour demain. On se demande, et l'inflation c'est typiquement un levier qui génère de l'inquiétude. Aurais-je assez d'argent demain pour m'acheter à manger, un service? Donc ça c'est très important. Donc la maîtrise de l'inflation, c'est un élément de restauration de la confiance. Et donc effectivement, on attend le gouvernement là-dessus. Moi j'ai entendu et je suis en phase avec un grand nombre de propos que j'ai entendus sur ce plateau. Ça n'appartient pas au gouvernement. La décision, elle se prend à Francfort. Allez, à la Banque Centrale Européenne. Non, mais j'entends, mais c'est... Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Ça, je peux vous dire qu'aucun ministre des Finances, de l'économie et des finances français n'a le moindre pouvoir sur l'inflation. Il peut faire des boucliers tarifaires s'il veut, mais juste on changera rien à l'inflation. Factuellement, je peux le tourner comme je veux, mais actuellement, on n'a pas le même taux d'inflation en France que celui en Espagne ou au Portugal. Pourtant, on est tous dans la même zone euro, donc ça ne se décide pas à Francfort. Il y a bien des éléments de la politique nationale. C'est des éléments factuels que tout le monde peut voir. L'inflation baisse en Espagne et au Portugal, c'est juste des effets de décalage dans le temps, mais c'est pareil. Non, mais si quand même, on a quand même une maîtrise, faut être honnête. On a quand même une maîtrise, sachant qu'on pourrait prendre des mesures justement, alors soit une fois que le mal est fait, une fois que l'inflation est là, ou en amont, et on pourrait effectivement baisser les impositions qui pèsent sur les ménages, la CSG pour relancer la machine. Ce qu'ils l'ont montré, c'est encore plus les décisions de la Fed. Les décisions de la Fed... Vous nous perdez. Jean-Sébastien, on est complètement perdu. Mais c'est la réalité politique dans laquelle on vit, et c'est un problème démocratique d'ailleurs que personne ne soit capable de le dire. On est d'accord. Le point qu'on souhaite collectivement, c'est effectivement retrouver de la confiance, avoir effectivement une maîtrise, alors quels que soient les leviers, y compris quand c'est des leviers européens, une maîtrise de l'inflation pour dynamiser aussi notre croissance et au final de retrouver, parce qu'on a quand même des bons indicateurs. Vous m'en demandiez un, Laurence Ferrari, moi je vais pas me gargariser l'indicateur, je suis pas responsable, mais simplement le taux de chômage. On voit bien que quand on se posait de la question, est-ce qu'on va arriver sur le plein emploi, vous savez qu'il y a un certain nombre de secteurs où on est en fait inférieur à des taux de chômage à 7%, et en vérité on est en tension sur beaucoup de secteurs. Moi je le vois dans les entreprises que j'accompagne. On est réellement en tension sur beaucoup de métiers, notamment des métiers de bouche alimentaire, mais aussi des métiers de manutention, mais aussi des métiers techniques comme les soudeurs, les plombiers, les métiers du BTP. Enfin, la réalité, les frigoristes, vous savez, franchement, il ne manque pas que des spécialistes de l'IT dans notre pays. Donc voilà, on n'est pas encore, pardon pour ceux qui voient les choses en noir, mais on n'y est pas encore. Allez, 18h30, le rappel des titres de l'actu.